y a la pédophilie d'en bas et la pédophilie d'en haut. La position pédophile, la défense et la promotion de la pédophilie, on la trouve aussi bien à gauche qu'à droite. L'optique idéologique n'est pas la même. Quand on a posé la question à Cohn-Bendit, il dit « ouais, c'était des conneries », et puis voilà, ouais, c'est bien gentil de dire c'est des conneries, mais bon, on peut attendre un peu plus. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Je suis aujourd'hui avec Michel Onfray et Henri de Montvallier, tous les deux contributeurs du dernier numéro de Front Populaire, le dernier numéro maison à date. Bourreau d'enfants, le massacre des innocents, c'est le numéro 23, où on parle de la problématique de l'enfance. On va parler plus précisément d'un sujet aujourd'hui, sujet délicat qui est la pédophilie. Henri de Montvallier, vous avez écrit l'article qui porte sur ce thème dans ce numéro, les intellectuels et la pédophilie. On va essayer d'en parler en général et en particulier. Pour commencer, est-ce que vous diriez que c'est un sujet tabou ? Pourquoi je vous dis ça ? C'est qu'en faisant mes recherches un peu pour préparer l'émission, j'ai réfléchi au fait que tout le monde avait déjà entendu parler, depuis de longue date d'ailleurs, de l'affaire du petit Grégory. On connaît tous Michel Fourniret, Guy Georges et un certain nombre d'autres criminels bien connus. Mais l'affaire du Corral, 82... je suis pas sûr que grand monde en a entendu parler. L'affaire d'Angers, moi-même, 2005, j'étais même pas au courant, je l'ai découvert en préparant cette émission. Donc, est-ce que vous diriez qu'il y a une sous-information sur ce sujet-là ? Est-ce que c'est un sujet dont on parle trop peu, Michel Onfray ? Oui, il y a une omerta. Moi, j'y ai eu droit quand mon éditeur, qui était Gilles Aéry, il l'est toujours d'ailleurs, mais enfin, quand il était chez Flammarion, il m'avait proposé d'écrire un livre un peu polémique dans une collection qui s'appelait Café Voltaire. Et je me suis dit, oui, je peux faire 2 ou 3 choses. Enfin, j'ai proposé un livre sur BHL. On m'avait dit, non, c'est pas de livre sur BHL. Et j'avais proposé un livre sur la pédophilie, les intellectuels, etc. Et il me dit, ah oui, bon, c'est un sujet un peu, etc. Et puis après, il m'a fait savoir que Teresa Cremisi ne souhaitait pas, qui dirigeait cette collection, ne souhaitait pas un livre sur ce sujet-là. Donc j'ai pas eu d'explication. Simplement, c'était un livre qu'il ne fallait pas faire. Et donc, comme j'étais pas preneur, moi, ça va, j'ai assez de sujets de livres, j'ai pas besoin qu'on me passe commande. Mais comme c'était une demande de l'éditeur, que j'ai fait des propositions et que l'éditeur m'a dit non, je dis restons-en là. Mais oui, je pense qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire et des pratiques qu'il ne faut pas analyser. Et il faut les laisser là où elles sont. C'est-à-dire, on estime que ce sont les prêtres dans les écoles catholiques et religieuses qui sont des pédophiles, point à la ligne. Alors on a quelques images et quelques archives avec Daniel Cohn-Bendit, mais on a l'impression qu'il y a une jurisprudence de gauche qui fait que c'est pas du tout la même chose. Qu'un prêtre qui abuse d'un petit garçon, c'est pas bien, mais qu'un 68ard qui a des relations sexuelles avec un enfant, il n'y a aucun problème. Je crois que M. Cohn-Bendit a toujours une chronique sur LCI et que personne ne l'a écarté, ne l'a évincé de la télévision pour des motifs de pédophilie qui ont été réitérés. Dans Le Grand Bazar, ça a été écrit. Sur le plateau de Bernard Pivot, ça a été dit, avec un personnage avachi dont on sentait les odeurs devant sa télévision, enfin qui l'avait depuis très longtemps, et qui nous disait quel bonheur il y avait à se faire débraguetter. Et ça aurait été un prêtre qui aurait dit une chose comme celle-là, je pense qu'il y aurait eu des procès, qu'il y aurait de toute façon des interdictions médiatiques, et que ce prêtre-là, aujourd'hui, n'aurait pas la responsabilité d'une rubrique débat avec Luc Ferry sur LCI. Henri, sujet tabou, on sait que, il y a un sociologue qui travaille pas mal là-dessus, qui est Pierre Verdrager, ou Verdrager, je ne sais pas si je prononce bien. Tu as fait d'ailleurs une note de lecture dans le numéro, mais bon, il y a pas de... Bon, lui, il est plutôt une approche académique, mais il n'y a pas tant de livres que ça sur le sujet. Non, c'est vrai. Non, il y en a pas beaucoup. Disons que donc il y a ce fameux livre de Pierre Verdrager qu'on peut recommander à tout le monde de lire, qui s'appelle L'enfant interdit, publié chez Armand Collin, et dont l'auteur d'ailleurs a fait une deuxième version augmentée au moment de 2020, au moment de l'affaire Matzneff-Springora, quand le sujet est revenu à la mode. Et vraiment, c'est un livre vraiment remarquable où il fait un travail d'archive à peu près exhaustif sur la question. C'est-à-dire, il a lu tous les livres, tous les articles, il a regardé toutes les émissions de télévision, de radio, etc., etc. Et il fait vraiment, c'est un travail d'archive absolument remarquable sur, en fait, cette évolution du discours sur la pédophilie. Comment est-ce qu'au début, dans les années 70-80, justement, le combat pour la pédophilie était finalement une sous-section du combat pour la libération sexuelle, notamment homosexuelle, et comment, à partir des années 90, la pédophilie est devenue scandaleuse et inacceptable. Et là, il faut peut-être citer une date quand même que tu n'as pas citée, c'est 1996, c'est l'affaire Dutroux aussi,
qui a été aussi un point de bascule dans la perception collective de ce phénomène. Alors de toute façon, on va revenir un peu sur les étapes et puis sur ce que tu dis toi dans ton article. Simplement, je voudrais revenir avec vous sur 3 affaires récentes, enfin surtout sur la dernière en fait, mais on a eu en 2020, à partir des années 2020, donc l'affaire Matzneff. Ensuite, on a eu l'affaire Duhamel l'année suivante, en 2021, et évidemment, tout le monde s'en souvient, c'est la plus récente à date, l'affaire Epstein. Là où on est vraiment dans la pédocriminalité de réseau, il y a les élites qui sont impliquées à l'échelle mondiale. Bon. Ce qui fait qu'il y a eu des débats pour savoir si les complotistes avaient raison, etc. Sur ce, qu'est-ce que vous avez pensé de cette affaire Epstein, dont on ne sait pas encore tout d'ailleurs, puisqu'on sait qu'il y a les Epstein Files qui sont sortis. Mais qu'ils ont été à moitié caviardés, on n'a pas l'ensemble des informations. Voilà, qu'est-ce que votre point de vue un peu sur cette affaire à date? On ne saura rien parce que quand Trump était dans l'opposition, il disait je vais tout libérer, je vais tout donner, je vais tout balancer, vous allez voir, ça va être une bombe absolue. Et notamment, ça contribue à son succès. Son électorat était très demandeur. L'électorat était très demandeur en disant enfin un homme qui nous comprend. Ça fait des années qu'on dit qu'il y a des réseaux pédocriminels et lui dit oui, ils existent bien sûr et je vais vous donner tout ça dès que je serai élu. Et puis dès qu'il est élu, on s'aperçoit que son nom apparaît, ses photos apparaissent, qu'il était copain avec cet homme et qu'il est lui-même jugé parti et qu'il est impliqué. Et on découvre ensuite que ça a été caviardé, qu'un certain nombre de documents ont disparu, que certains dossiers très à charge se sont volatilisés, et puis quand même, Epstein lui-même s'est retrouvé pendu dans sa cellule, et comme par hasard, au moment où il se pend, enfin je ne vais pas rentrer dans ce détail, mais dans le détail de ce moment-là, mais apparemment la caméra tombe en panne, elle tombe en panne le temps où il se pend, enfin c'est quand même très étonnant qu'un personnage extrêmement surveillé échappe à la surveillance d'une caméra qui tombe en panne. Une caméra, il y a quelqu'un derrière, il y a quelqu'un qui probablement dans un endroit voit tout ce qui se passe dans toutes les cellules, donc on ne voit pas un personnage qui se pend et on se dit non, il y a un truc qui ne va pas non plus. Son frère lui-même dit que ça n'est pas possible. Il y a des conclusions, des constats qui ont été faits par des médecins légistes qui expliquent que ça n'a pas pu être une pendaison, qu'il y a des traces de strangulation, etc., qui ne sont pas des traces de pendaison. Enfin, tout ça a été extrêmement documenté, donc on voit bien que Trump s'en est servi pour des raisons électoralistes et que depuis qu'il est au pouvoir, il n'a pas très envie qu'on découvre qu'il faisait partie de cette aventure. Donc on n'en saura pas beaucoup plus. Oui, je crois qu'il est cité 5300 fois, je crois, dans les fichiers, en tout cas ceux qui sont sortis, parce qu'il y en a toute une partie qui sont pas sortis. Une question que j'ai envie de vous poser à vous deux, qui fait un peu question générique de philosophie en terminale, mais pardon, c'est le rapport de la pédophilie avec le pouvoir. On sait qu'il n'y a pas besoin d'avoir du pouvoir pour être pédophile. Il y a des pédophiles dans toutes les strates de la société, hélas. Néanmoins, qu'est-ce qu'implique le pouvoir en plus dans cette donnée-là? Parce qu'on a vu là avec l'affaire Epstein le côté qui est un peu sordide, d'ailleurs, solidarité de caste, où les gens se protègent un peu entre eux. Ça, à la limite, c'est possible quand on a du pouvoir, parce qu'un pédophile qui n'a pas de pouvoir, en général, il finit par être attrapé, et puis tant mieux d'ailleurs. Voilà, que change le pouvoir dans ce rapport à la pédophilie? Il y a la pédophilie d'en bas et la pédophilie d'en haut. Si on est un petit instituteur de campagne et qu'on a des fichiers pédopornographiques sur son ordinateur et qu'on a tripoté 2 ou 3 enfants, c'est pas exactement la même chose que si on grimpe, je vais pas donner de profession ou de statut social parce qu'on va penser tout de suite à tel ou tel, mais si vous êtes effectivement dans le pouvoir médiatique, le pouvoir politique, le pouvoir, etc., les pouvoirs divers et multiples, vous avez des gens qui peuvent vous couvrir. Si vous êtes un magistrat, vous-même pédophile, dans la ville où vous êtes, et qui est, je sais pas, un notaire pédophile ou un instituteur pédophile, eh bien, vous allez faire silence sur ce genre de sujet ou sur ce genre de questions. Et puis après, vous avez de la pédophilie aussi dans les familles. C'est ce que nous apprend là, c'est pas ce que nous apprend, mais enfin, c'est ce qui illustre l'affaire Duhamel, qui abuse d'un enfant qui est son demi-fils ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, parce que c'était même le fils de Kouchner. Oui, c'est ça. Qui lui est au courant, etc. Donc, c'est le frère de Camille Kouchner qui a écrit le livre La Familia Grande. Oui, voilà, c'est ça. Donc on voit bien que là, on a affaire à des ministres, on a affaire à des journalistes extrêmement puissants, et qu'il faut juste un jour que la victime parle. Sinon, si la victime n'avait pas parlé, tous ces gens-là auraient été couverts les uns les autres. Et évidemment, ça va très au-delà. Bon, après, il y a des affaires dont on ne sait pas si elles sont justes, si elles sont vraies, si elles sont fausses. Je pense à Jean-François Revel, par exemple, qu'on lui connaît très bien, il a beaucoup lu, il a travaillé sur ce sujet-là.
Mais quand on découvre que Revel aurait fait partie, avec 2 ou 3 autres, de pédocriminels, pour le coup, de mise en C'est scène. Libération etc. qui avait sorti ça, dans la Dans rue du Bac. Libération. Et dans Libération, on dit après, oui, non, Revel, on n'est pas très sûr. Il n'y a pas beaucoup de preuves, en fait, dans c'est le problème. En ce qui concerne Revel, il n'y en a aucune, semble-t-il. C'est-à-dire, Non. il y aurait sur l'agenda de Jean-François Revel, le fait qu'il ait rencontré quelqu'un qui lui-même aurait fait partie de ces réseaux. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui est un criminel sans être vous-même criminel ou sans être associé à son entreprise criminelle. Donc je pense que pour Revel, on peut imaginer que ça a été... Mais moi, il y a quelque chose que je cite dans mon article, d'ailleurs, qui est un passage des mémoires de Jean-François Revel qui m'a toujours un peu choqué. C'est le passage où il explique comment, parce qu'il a été condisciple à Normal Sup avec René Scherrer, comment il a fait un faux témoignage lors d'un procès pour Scherrer, en certifiant que son camarade était totalement hétérosexuel. Alors, donc, il était accusé de pédophilie. Voilà. Donc, c'est toujours un passage qui m'a un petit peu gêné dans les mémoires de Revel. Et donc, après, quand cette histoire est apparue, j'ai fait une connexion avec, ce qui fait que, voilà, j'ai pas plus d'éléments que vous, mais voilà, ça me... Bon. Il y a 2 livres qui sont assez emblématiques de la théorie pédophilique, qui sont un livre de René Scherrer, Élie Perverti, et puis un livre de Gabriel Matzneff, Les moins de 16 ans, qui ont été respectivement, je ne sais plus dans quel ordre, je crois que c'est Scherrer qui a été publié chez Lafon dans une collection dirigée par Jean-François Revel. Oui, tout à fait, voilà. En plus, il y a cet élément-là. Donc, ça veut dire que s'il n'était pas praticien, du moins théoricien, ça ne le gênait pas trop. Il est agrégé de philo, il aurait très bien pu ne pas publier ce livre. Quand on est directeur de collection, par définition, on choisit ce texte, et puis voilà. Et puis, celui qui a publié Les moins de 16 ans, c'est Jacques Chancel. C'est dans une collection dirigée par Jacques Chancel. Donc on voit bien que si Matzneff connaît Chancel, que Scherrer connaît Revel, et que tout ce monde-là fait l'éloge de la pédophilie, je veux bien que ce soit une logique d'esthète, encore que chez Matzneff, c'est pas une logique d'esthète, c'est une pratique. Et chez Scherrer, c'est aussi une pratique, c'est pas juste une esthétique. Il y a des textes où ils expliquent très précisément qu'ils ont des relations très précisément sexuelles avec des jeunes garçons, des jeunes filles. Moi j'ai été très lecteur de Matzneff pendant ma jeunesse, parce que Gerfagnon, mon vieux maître Lucien Gerfagnon, m'avait fait lire les textes qu'il avait écrits sur Rome. Ah oui. Le défi, très beau texte, sur le suicide chez les Romains. Et Gerfagnon me dit, il y a des histoires d'enculades de petits garçons, mais enfin, faut pas vous occuper de ces choses-là, mais vous verrez, etc. Et donc, j'aimais bien le style de Matzneff, j'aimais bien quand il parlait de Rome. Et puis je me suis dit, c'est intéressant, et j'ai lu quelques journaux, et là dans les journaux, c'est très clair, c'est très précis. Et quand il est publié à la fin, il a longtemps été publié à la Table Ronde, mais les derniers journaux ont été publiés chez Solers. Dans la collection L'Infini. Chez Gallimard. Ouais, c'est-à-dire qu'on se dit, tiens, L'Infini, Gallimard, Solers, Matzneff, bon, voilà. Matzneff a eu le prix Renaudot en 2013. Bien sûr, avec des gens, des membres du jury, dont certains disent, oui, mais enfin non, on savait pas, enfin c'était ce livre, mais oui, mais quand même, non, c'était le style. Bon, voilà, autre collusion. Et puis... on pourrait aussi renvoyer à Tony Duvert, dont l'œuvre complète, qui est une justification de la pédophilie, jusque y compris avec des enfants de 6 ans, chez Tony Duvert. Eh bien, Tony Duvert a été publié, œuvre complète, aux éditions de Minuit. Qui sont les éditeurs historiques de Deleuze, qui sont de Duras et de quelques autres. Et Tony Duvert a été célébré notamment par Finkielkraut et Bruckner dans Le Nouveau désordre amoureux, où Tony Duvert est présenté comme un auteur roboratif, avec des formules du genre... De dessiller les yeux. Voilà. Dessiller les yeux. Et prenez-vous d'un enfant. Voilà. Donc tout ça... C'est un autre texte en 79. Alors justement, j'avais une question sur parce que vous avez parlé des éditions de Minuit, de Duvert, de Foucault, etc. Alors Foucault, c'est pas la même chose. Foucault fait l'éloge de l'homosexualité. C'est pas du tout la même chose. Et c'est une chose qu'on ne dit jamais assez, c'est que en 1977, quand tous les intellectuels signent, lui, il ne signe pas. Oui, mais bizarrement, il va quand même soutenir certains pédophiles en procès. Ça, Verdrager le dit dans son livre. Ça, c'est la question du procès chez Foucault. Son obsession, lui, c'est la question du procès, de la justice, surveiller, punir, etc. Alors, après, je ne sais pas s'il était peut-être en Tunisie, on n'a pas réussi à le joindre. Enfin, toujours est-il que, dont acte, il n'a pas signé, pas plus que Marguerite Duras. Oui, c'est vrai, oui. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire un lien, un peu abstrait comme ça, mais entre pas la pédophilie et la pensée postmoderne, mais disons que si la pensée postmoderne consiste à considérer, d'une manière générale,
que toute frontière est nécessairement arbitraire et potentiellement le signe d'une domination, et que d'ailleurs on doit effacer la frontière entre l'homme et la machine. Ça, c'est Donna Haraway, le manifeste cyborg, le néo-féminisme, etc. Entre l'homme et l'animal, Peter Singer est pas strictement peut-être un postmoderne, mais enfin il rentre un peu là-dedans. Et il y a une barrière qui saute automatiquement, c'est celle aussi entre l'adulte et l'enfant. Est-ce qu'il n'y a pas un lien entre l'esprit des constructeurs qui consiste à dire que toute frontière est nécessairement une domination et une trace solide à éradiquer, et tout doit devenir flou, hybride, cyborg, et donc en fait les enfants et les adultes c'est la même chose? Est-ce qu'il n'y a pas un biais de la pensée postmoderne de ce point de vue-là? Il y a quelque chose qui n'a pas été fait, pas que je sache, parce que Henri est très et vous deux, vous êtes très au parfum des bibliographies de philosophie contemporaine, mais c'est de montrer comment les philosophes de la déconstruction ont pillé le freudo-marxisme. Et quand on pille, on ne cite pas. Nietzsche ne cite jamais Stirner, et le nique est sa propriété. Or, on sait qu'il a emprunté le livre dans une bibliothèque. Mais tout ce qui est freudo-marxisme, c'est-à-dire Reich, c'est-à-dire Marcuse, par exemple, a été abondamment pillé par Foucault, par Deleuze, mais évidemment jamais cité. Et ça, c'est un effet du freudisme, cette espèce de tolérance de la pédophilie, et du marxisme. La question du freudisme, c'est très simple, Freud nous dit qu'il y a une sexualité infantile. Ouais, c'est ça. Donc la sexualité, c'est pas une affaire de grand. Un jour, on aurait de la puberté, du poil sous le menton, au menton, et puis des seins qui poussent, et puis d'un seul coup, on serait un homme, on serait une femme. Ça surgirait comme ça. Freud dit non, pas du tout. Il y a sa fameuse formule, le polymorphe pervers, et donc il y a une sexualité chez l'enfant dès qu'il suce son pouce, etc. Et l'un des premiers à s'emballer du freudisme, pour le freudisme en France, c'est André Gide. Oui, Gide, tout à fait. Oui. Qui très vite voit bien l'intérêt qu'il y a à justifier sa propre pédophilie, justement défendue dans un livre qui s'appelle Corridon. En disant, y a une sexualité avec des gens qui ont des sexualités, point à la ligne. Donc les enfants ont une sexualité, les adultes ont une sexualité, partie freudienne, partie marxiste, égalité. Il y a égalité entre les hommes et les femmes, entre les jeunes et les vieux, entre les intellectuels et les manuels, entre les enfants et les adultes. Donc, freudo-marxiste, la sexualité, elle concerne les enfants, l'égalité, elle concerne tout le monde, y compris les enfants. L'égalité, elle permet une sexualité entre les adultes et les enfants. Et le freudo-marxisme, c'est alors le contraire de ce que Freud enseignait. Je veux dire, Freud, il était pour la répression sexuelle. Mais c'est l'association Freud et Marx qui fait que il y a la logique de la cuirasse, de la carapace, dit Wilhelm Reich, et nous sommes contenus en nous-mêmes, et c'est parce que notre sexualité est contenue que nous faisons des cancers, des pathologies, des médecines, des souffrances, que nous fabriquons le fascisme. Et si on fait exploser cette cuirasse, alors on aura la liberté. Donc libération, la liberté générale, l'épanouissement, le bonheur, etc. Et donc le freudo-marxisme produit ses effets. L'homme unidimensionnel et Eros et civilisation, pour parler très précisément, c'est Marcuse, qui joue un rôle bien plus important que Ho Chi Minh, ou que Mao, ou que Lénine, dans le surgissement de mai 68. D'ailleurs, quand Cohn-Bendit mourra, à son heure, et je ne souhaite pas une mort proche, mais évidemment, mais il va nous rester quoi? Il va nous rester la tronche joviale du petit garçon devant un CRS, et on dira, mais au-delà de cette image, c'était quoi le projet politique de Cohn-Bendit, Daniel Cohn-Bendit à cette époque-là? La mixité des dortoirs. Ça démarre avec ça, la mixité des dortoirs. Ils veulent pas l'abolition du capital, ils veulent pas la disparition de l'exploitation, ils veulent juste pouvoir coucher avec des filles et que les dortoirs soient mélangés. C'est ça l'horizon. Et il y a Misoffle, dont la fille fait de la politique sous Chirac, qui dit à un moment donné, vous n'avez qu'à vous jeter dans la piscine si vous avez des chaleurs, et voilà. Mais 68, ça démarre avec ça quand même. C'est pas du tout prosaïque, mais c'est quand même comme ça que ça se passe. C'est du freudo-marxisme à la petite semaine. Oui, ce qu'il faisait dire à Pasolini que c'était quand même relativement une révolution d'adolescents, des petits bourgeois, bien sûr. On a parlé de Tony Duvert, d'Ockeghem, de Scherer. Vous, ce que vous dites, Henri, dans votre article, c'est que on peut quand même montrer qu'il y a quelque part, pour aller vite, une pédophilie de gauche et une pédophilie de droite. Alors, quels sont les fondamentaux des deux côtés? Quelle est la posture des deux côtés? Effectivement, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on voit que la position pédophile, la défense et la promotion de la pédophilie, on la trouve aussi bien à gauche qu'à droite. L'optique idéologique n'est pas la même. Du point de vue de gauche, on a une optique clairement anti-autoritaire. Effectivement, l'idée qu'il faudrait libérer les enfants de leur propre aliénation
par rapport à la sexualité, que la famille serait un lieu d'encerclement, d'emprisonnement, donc voilà, dans lequel les enfants ne peuvent pas exprimer librement leurs pulsions, notamment sexuelles. Donc on retombe sur ce qu'on disait sur le Voilà, féminisme, donc un peu un discours antidisciplinaire. Du côté de la droite, on a plus une espèce d'aristocratisation un peu esthétisante de la pédophilie, un petit peu anticonformiste, pour se distinguer du commun, du peuple, voilà. Et clairement, un type comme Matzneff est plus dans une pédophilie de droite, quoi, avec des justifications, avec Casanova qui se faisait tailler des pipes, excusez-moi, je cite Matzneff par des filles de 11 ou 12 ans, et il y a une justification comme ça, et un Alain de Benoît, par exemple, va faire l'éloge en 1986 dans Éléments de Matzneff. Et pour les 60 ans d'Alain de Benoît, va y avoir un livre des amis d'Alain de Benoît dans lequel Matzneff va faire un texte. Voilà, donc il y a une espèce de... On trouve aussi bien donc la pédophilie très à gauche que très à droite. Et ce qu'on disait d'ailleurs juste avant, j'ai découvert dans le livre de Verdrager que en juillet 1979, Guy Hockenheim, donc très à gauche, faisait l'éloge d'Alain de Benoît et de la Nouvelle Droite dans un grand article 5 et 6 juillet 1979, si je me souviens, dans Libération, intitulé « La Nouvelle Droite contre tout contre » ou « Contre la Nouvelle Droite tout contre », dans lequel justement il disait qu'il appréciait chez la Nouvelle Droite le discours de libération sexuelle, donc issu des racines néo-païennes de la Nouvelle Droite, en contradiction avec la morale sexuelle répressive du christianisme. Et donc là, c'est très frappant de voir qu'on a un point d'intersection justement entre, disons, une droite très à droite, voilà, et une gauche très à gauche anti-répressive. Ça, je trouve que c'est extrêmement frappant quand on étudie ce thème de la pédophilie. Et ce que je veux dire, c'est qu'à droite, en fait, le logiciel, c'est... nous sommes quelques-uns à être au-dessus de la morale commune, en fait. Oui, c'est ça. Il y a l'idée que, aussi, dans cette optique, disons, de droite un petit peu aristocratique, le pédophile est un peu à l'avant-garde. C'est comme une espèce d'artiste d'avant-garde, en fait, qui incompris par la société. En fait, c'est un peu le Van Gogh de la sexualité, quoi. Et il cultive cet esprit incorrect, non-conformiste. Voilà. C'est une espèce de... Comment dire ? De rapport un peu dandy à la pédophilie, quoi, on pourrait dire. Okay. Oui, si je peux me permettre, parce que bien sûr. il y a effectivement une logique aristocratique chez ces gens-là. Je songe à Roger Perfit. Oui. Et une espèce de passion également pour la Grèce, et pas n'importe quelle Grèce, c'est-à-dire non pas la Grèce d'Athènes, mais la Grèce de Sparte. Et donc, c'est vertu militaire, vertu guerrière, détestation des femmes, globalement. Il y a une misogynie, c'est le masculinisme, comme on dirait aujourd'hui. Et donc, les garçons sont entre eux, ce sont des soldats, c'est la chambrée, il y a les fameuses Syssities qui sont les repas pris en commun par les Spartiates, et donc ça favorise les beaux corps, le culte des beaux corps, il n'y a pas la graisse, il n'y a pas le ventre, il n'y a pas de gens chauves, il y a le beau corps grec. Et puis il y a Platon, évidemment, qui est sollicité régulièrement, le Platon du banquet. Et dans le discours d'Aristophane, on apprend qu'effectivement les sexualités sont justifiées, toutes les unes les autres, hein, quelles qu'elles soient. C'est-à-dire qu'à l'origine, de manière primitive, nous sommes une boule avec deux sexes. Ça peut être homme-homme, femme-femme ou homme-femme. Et une espèce d'arrogance de ces boules, avec 4 membres, etc. Et les dieux, mécontents de cette arrogance, tranchent par la moitié les bestioles qui deviennent des moitiés, qui cherchent leur moitié. C'est-à-dire, si on faisait partie d'un couple primitif homme-femme, l'homme cherche la femme cherche l'homme. Si on fait partie d'un couple primitif homme cherche homme, femme cherche femme. Et donc Platon nous dit, toutes les sexualités sont justifiables. Ça dépend de votre origine primitive, mais donc il y a des désirs sexuels qui sont aussi bien hétéro qu'homo, voire bisexuels, et rien n'est anormal dans cette aventure. Et puis cette position aussi qui justifie l'éraste et les romaines, c'est-à-dire celui qui pénètre, celui qui est pénétré, c'est-à-dire l'homosexualité ou la pédophilie ne sont pas condamnés en soi, mais c'est la passivité qu'on condamne. Et comme il y a un actif et un passif, l'actif est un dominant, c'est celui qui possède, celui-ci il est tout à fait légitime, et celui qui se fait posséder, c'est une femme, et donc il est illégitime. Donc on ne condamne pas l'homosexualité, on condamne celui qui est passif. Et donc c'est se faire mettre, s'il faut être dans une logique
Et c'est pas inintéressant si on veut voir après dans la logique, pour le coup on n'est plus dans la pédophilie mais dans l'homosexualité, mais de tous ces gens qui ont été des homosexuels fascinés par la possession, le fait de se faire posséder. Brasillac, Drieux, par exemple, Drieux, dont on dit qu'il a eu des histoires de relations sexuelles, peut-être même avec Aragon. Avec Aragon, oui, tout à fait. Et d'autres. Abel Bonnard. Oui. Abel Bonnard était homosexuel aussi. Gestapette. Ouais, Gestapette. Gestapette, Surnommé ouais. Gestapette. Il y avait Ramon Fernandez, le père de Dominique. de Dominique, qui a fait un magnifique livre sur son père. Et en essayant de comprendre comment ça se passe, il est marié, des enfants, etc. Comment peut-on basculer de ce côté-là, etc. Ou alors, par un Jean Genet, par exemple, qui, dans Un captif amoureux, ou dans d'autres textes, fait l'éloge du tankiste allemand ou du type qui commandait la division Das Reich, ou des miliciens, se faire sodomiser par des miliciens, etc. Donc après, on n'est plus dans la pédophilie, on est entre adultes consentants. Hein. Mais chez les Grecs, il y avait aussi cette tradition de celui qui sait, qui est plus ancien et qui initie celui qui ne sait pas. Le mentor, hein. Oui, c'est ça. Il n'y a pas que la relation sexuelle, il y a la relation sexuelle, mais en même temps, un peu comme Roger Perfit, hein, c'est je vais t'apprendre à bien exister, à bien manger, à bien parler, à bien te comporter, je vais t'apprendre, je vais te transmettre. Je sais, tu ne sais pas, et je vais avoir avec toi une relation pédagogique. Et ça aussi, c'est très souvent utilisé, c'est en permanence dans les moins de 16 ans de Matzneff, qui dit, mais enfin, ça existait chez les Grecs, c'est la logique de l'Éraste et de l'Héromène, il y a de l'amour, il y a de la transmission, il y a de l'esthétique, il y a de la beauté, qu'est-ce que vous nous reprochez? Vous êtes juste des espèces de crasseux, de démocrates, et vous ne comprenez pas la beauté du geste érotique. Et pédagogie et pédophilie ont la même racine, hein, effectivement. Matzneff qu'on retrouve beaucoup dans Libération et un peu dans Le Monde dans les années 70, il y a quand même un sujet, et d'ailleurs Verdrager en parle aussi, c'est le rôle de la presse, qu'il y a quand même deux organes de presse très connus aujourd'hui et compagnons sur eux qui sont donc Libération et Le Monde, qui dans les années 70 sont les premiers promoteurs les promoteurs de la pédophilie, dit comme ça, c'est un peu excessif, mais enfin il y a des textes, les relais, en tout cas. oui, des relais, voilà, il y a évidemment des pétitions, des tribunes qu'on connaît signées par un certain nombre de personnalités. Or, on sent qu'il essaie peut-être de se racheter aujourd'hui, parce que justement, on parlait de l'affaire Revel tout à l'heure, où ce qu'il en est, c'est sorti dans Libération. Bon, mais c'est vrai que dans les années 70, ils sont quand même Libération et Le Monde très en avance là-dessus. C'est aussi des journaux qui donnent des leçons beaucoup aujourd'hui, Michel. Ah ben oui, bien sûr. Mais on n'a pas le droit de faire un droit d'inventaire avec ces gens-là, en disant, mais regardez ce que vous avez été, ce que vous faites, ce que vous dites, etc. Mais si on veut faire de la généalogie, ne faisons pas que de la généalogie avec le Rassemblement National, faisons-la, cette généalogie, avec tous les partis politiques, y compris les journaux. Moi, je vois Ouest France aujourd'hui, qui est devenu un journal wokiste, et qui s'appelait Ouest Éclair pendant l'occupation, et qui était un journal pétiniste. Donc, il y a des gens dont la spécialité consiste à se tromper. Et quand on se trompe, on n'a pas souvent l'honnêteté intellectuelle de dire on s'est trompé sur tel ou tel sujet. Alors un Jacques Lang a pu dire, parce qu'il a quand même été très sollicité sur ce sujet-là, c'est une connerie. Il dit c'est une connerie avec une espèce de geste d'énervement. Mais pourquoi? C'est la pétition, la fameuse pétition qu'il a signée de 79. C'est ça, ouais. Et tous les autres à qui on a pu poser la question, quand on a posé la question à Cohn-Bendit, il dit ouais, c'est des conneries, et puis voilà, ouais, c'est bien gentil de dire c'est des conneries, mais bon, on peut attendre un peu plus. Oui, c'est pratique. Oui. Quand on a dit essayer un enfant ou que Tony Duvert était formidable, ce qu'on attendrait, c'est peut-être même un livre entier sur ce sujet-là, en disant travail d'introspection, comment ai-je pu dire ça? Qu'est-ce qui peut... Alors on me dit, ah oui, on a souscrit aux bêtises de l'époque. Oui, bon, d'accord, très bien. Qui nous dit qu'ils ne souscrivent pas aux bêtises aujourd'hui, ces gens-là? Donc, le progressisme, c'était ça. C'était choquer le bourgeois, un peu. Et on a aujourd'hui, avec Béatrice Paul Preciado, enfin quelqu'un qui a changé de sexe, mais qui aujourd'hui a pignon sur rue intellectuelle dans Libération, et qui nous faisait récemment, il n'y a pas encore bien longtemps, c'est facile de retrouver les dates, mais l'éloge de la zoophilie, en nous disant que tout était bon pour que le sperme blanc n'aille pas salir ce qu'il touche en temps normal. Donc, Béatrice Paul Preciado, je ne sais plus dans quel sens, je pense. Paul B. Preciado maintenant. Donc c'est Paul, oui. Ouais, Paul B. Preciado. Nous fait savoir que toutes les sexualités possibles et imaginables sont défendables, y compris avec des animaux.
Bon, je sais Là, pas on si tombe un dans la jour- pensée postmoderne dont je parlais tout à l'heure. Peter Singer, qui a fait Peter l'éloge, Singer, en l'humanisme, disant, dans l'antispécisme. les cahiers antispécistes, qui nous dit le problème, c'est pas, il n'y a pas de différence de nature entre l'homme et l'animal, mais une différence de degré. La seule question, il est un utilitariste, au sens philosophique du terme, il dit souffre-t-il, ne souffre-t-il pas? Si les animaux souffrent, alors pas de relation sexuelle avec eux. Et si les animaux ne souffrent pas, alors c'est tout à fait défendable. Donc, pas de relation sexuelle avec son chihuahua, mais on peut avec un éléphant. C'est pour aller vite. Voilà. Mais c'est publié chez Grasset. Ah oui, oui, non. Encore que la libération animale, il n'y a pas dans la libération animale d'éloge de la zoophilie. Cet éloge, on le trouve dans les cahiers antispécistes publiés par Lyon. Et donc... Henri, vous disiez tout à l'heure que vous établissez un peu une chronologie. On est dans les années 70, là on parle des années 70. Les tribunes dont on parle dans Libération dans le Monde, c'est les années 70, 77, 79. Il y a quand même un tournant, c'est intéressant, et vous le dites dans votre article, c'est les années 90. Oui. Et on va pouvoir en parler avec Michel, parce qu'il fait un texte d'ailleurs, lui, dans une revue, la revue Infini, en 97. Là, il y a un moment de bascule, de pivot. Oui. Est-ce que vous pouvez en parler? Oui, tout à fait. En gros, dans les années 70 et 80, le combat pro-pédophile était une sous-section du combat pour la libération sexuelle, notamment pour la libération homosexuelle. À partir des années 90, et là je pense qu'il faut insister, comme je le disais au début, sur la date de 1996, l'affaire Dutroux, qui a un retentissement considérable. Et là, va y avoir petit à petit une bascule où le combat, disons, LGBTQ+, etc., va complètement se séparer du combat pro-pédophile qui va devenir indéfendable. Et donc, c'est pour ça que c'est très intéressant de revenir sur le numéro de la revue L'Infini que Philippe Solers publie en 1997, à l'automne 97, intitulé « La question pédophile », qui est le dernier numéro, en sens c'est un peu une queue de comète, qui contient des pour et des contre. Alors, on ne peut pas vraiment parler d'un débat, mais disons, ce sont des textes, en tout cas, juxtaposés. Et il faut rappeler, comme le rappelait Michel tout à l'heure, que Solers avait publié de nombreux livres, de nombreux journaux de Matzneff dans sa collection L'Infini. Et donc là, on est 1 an après l'affaire Dutroux, et pour la dernière fois, les pro-pédophiles vont avoir un espace légitime pour, disons, expliquer et défendre leur position. Alors on retrouve Matzneff, on retrouve René Scherrer, on en retrouve un certain nombre. Et de l'autre côté, on retrouve Annie Ernaux, on retrouve Michel, qui signe un texte intitulé ironiquement « Du bon usage de la pédophilie », après repris dans le 2e tome du journal Hédoniste, dans lequel tu dis, en gros, certes, la pédophilie est absolument condamnable, mais ça n'empêche pas de se demander pourquoi et comment on devient pédophile. En gros, une espèce d'idée de... J'enlève le « mais » quand même. Oui. On enlève le « mais ». Oui. C'est condamnable, point. Interrogeons-nous sur... Interrogeons-nous, voilà. Oui, un « mais » donne l'impression que je tempère. Je tempère pas. Je tempère pas du tout. Je dis, le travail du philosophe, ça peut effectivement consister à dire c'est pas bien. Oui, c'est condamné moralement, c'est évident. Voilà. Quand on donnait ça, on l'a rien dit, maintenant on fait de la absolument. Moi, je voulais faire un peu la généalogie. Comment le devient-on? Ça reste ça, la vraie question. Mais c'est pas un « mais on explique, et puis quand on aura expliqué, ça devient défendable. Non, je me suis mal exprimé, pardon. Parce que vous êtes il faut que j'arrête de vous voyer, parce que c'est un peu ridicule. T'es un des premiers, en fait. Il y a Annie Ernaux qu'on peut Oui, Annie Ernaux aussi. Pour ça, non, mais c'est pour ça, quand je t'ai pas arrêté, mais je veux dire que c'est un peu le pâté d'alouette, quand tu dis, il y a moi, je vois 2 ou 3 personnes qui sont contre. Ah oui. Non, mais vous êtes très peu à l'époque. Et là, c'est un vous général, vous êtes très peu. Je n'ai pas revérifié, mais on pourrait le faire. Mais moi, quand Solers m'avait demandé, j'ai dit oui, point à la ligne. C'était sur les questions, je réponds. Et en disant, faisons un travail de philosophe, qu'est-ce qui fait qu'un jour quelqu'un veut coucher avec un petit garçon, une petite fille? C'était ça. Pas mais et si nous allions un petit peu plus loin, puisque nous sommes dans une revue où nous nous interrogeons sur la question pédophile, c'était le sujet. Et là, quand j'ai reçu la revue, je me suis dit, mais c'est un repère de pédophile. Oui, en fait, tu n'étais pas du tout au courant des autres contributeurs. Ah ben non. Ouais. Et on est... Enfin, là, tu me parles d'Annie Ernaux, très bien, mais je suis pas sûr qu'on en trouverait d'autres. Je crois qu'il y en a 2 ou 3 autres, mais ils sont un peu moins connus, c'est pour ça que leur nom m'échappe. Possible. Ouais. Non, ça restait quand même... Je pense que chez Solers, c'était aussi... le chant du cygne des 68 arts, il s'agissait de défendre encore ces gens-là. Ouais. Moi, j'ai souvenir de... Enfin, j'ai pas relu, mais j'ai souvenir d'avoir lu des prises de position. Alors, c'était un peu contourné, chantourné, etc., mais qui était quand même en défense. Alors, évidemment, c'était difficile à l'époque de défendre clairement, donc on sent bien toute la... Parce que tu as raison de mettre ça en perspective avec l'affaire Dutroux. Il y avait beaucoup de prudence chez des gens qui ne disaient plus aussi clairement et nettement que c'était une libération formidable. Je peux citer par exemple, parce que je reprends tout votre article,
consacré donc à la question pédophile. C'est le fameux numéro de l'infini en 97, et c'est une phrase de Renaud Camus. Ah oui. L'ensemble des discours sur la prétendue pédophilie, il écrit entre guillemets, constitue la dernière forteresse la plus farouchement gardée, virgule, de la vieille haine immarcessible de la sexualité. Si la sexualité, virgule, comme je le crois, virgule, n'a strictement rien de répréhensible en soi, virgule, on ne voit pas pourquoi elle le serait chez les enfants ou avec les enfants. Fin de citation. Voilà. Là, c'est moins contourné, c'est assez Voilà. clair, effectivement. Oui, c'est intéressant. Renaud Camus, excuse-moi, je te coupe, mais dans les années 70, grande figure de défense des homosexuels, et là, on voit encore une fois la confusion, quoi. Confusion entre défense de l'homosexualité, défense de la pédophilie, qu'on trouve chez beaucoup de gens à l'époque. Et Camus, grand ami de Roger Perfit, d'ailleurs, Ouais. tout à l'heure. Eh ben, merci, messieurs. On arrive à la fin de cette courte émission. Merci d'avoir participé, et puis à bientôt peut-être pour un prochain rendez-vous. Merci. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci.